Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une vidéo du débriefing. Le premier débriefing Ligue 1 de la saison. Puisque on a commencé donc avec le champion de France en titre, avec le Clermont Foot Auvergne. Et donc Clermont face au Paris Saint-Germain. Et on le sait, Clermont a tendance à prendre des valises face au Paris Saint-Germain. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé ce soir, puisque les Parisiens ont littéralement exterminé cette équipe clermontoise sur le score de 5-0. On va revenir bien sûr sur le résumé de la rencontre. On viendra bien évidemment sur les prestations globales des deux équipes. On ira ensuite voir les tops et les flops. Et vous allez voir que du côté de Clermont, c'est vrai que j'ai quand même plus de facilité. Mais il faut reconnaître du côté du PSG, j'ai quand même galéré. Vous allez voir, j'ai choisi 3 personnes. Mais déjà, pour vous dire tout de suite, c'est vrai que la plupart des joueurs qui ont concocté cette équipe, il faut quand même l'avouer, qu'ils ont été très forts, très puissants, très grands. Et au final, les tops et les flops auraient pu être pour d'autres joueurs. Allez, c'est parti donc. C'est l'heure de la première foot zone de la saison. Et on va commencer comme à chaque fois avec les compositions d'équipe. Avec d'abord l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Maurizio, qui était donc dans les buts, une défense à 4. Avec tout simplement Neto Borges, Florian Auger, alors Vitsetska, je suis vraiment désolé pour la prononciation, Seydou, un milieu de terrain composé de Maxime Godalon et de Johan Gastien. 3 joueurs ensuite qui étaient donc l'une des recrues du Clermont Foot, notamment avec Vitsetska, c'est-à-dire Sarazevic, Alivena et Rachani. Et enfin devant, celui qui doit remplacer désormais Mohamed Bayo, parti du côté de Lille, c'est bien évidemment Hendrich. Du côté du Paris Saint-Germain, on a reconduit la même équipe que face à Nantes. On rappelle bien évidemment que Kylian Mbappé, lui, il est plus suspendu, il est blessé, il est touché aux adducteurs, donc c'est toujours Pablo Sarabia qui prend sa place. Au niveau des autres forfaits d'ailleurs, où on va dire mis de côté, on peut citer Idrissa Gana Gueye, mais également l'absence également de Mauro Icardi. Bon, après, Mauro Icardi, c'est pas non plus une très grosse perte du côté du PSG. Et donc on se retrouve avec tout simplement Donnarumma dans les buts, une défense à 3 avec Marquinhos, Kipembe et Sergio Ramos. Avec, sur les côtés, nous avons Nuno Mendes et Achraf Hakimi. 2 joueurs sur le milieu de terrain, les mêmes, Vitinha et Marco Verratti. Messi bien sûr derrière, les 2 attaquants qui sont donc Léo Messi qui est derrière avec Neymar et Pablo Sarabia. Et donc dans ce match, le Paris Saint-Germain va tout bonnement dérouler. Nous sommes déjà à la 9e minute. Certes, le Clermont essaie un petit peu de sortir le bout de leur nez, mais on voit que les Parisiens sont très forts, trop forts à ce moment-là. Nous sommes à la 9e minute et après une action notamment d'un centre de Hakimi juste avant, Neymar délivre le PSG. Une passe en profondeur directement sur Sarabia qui transforme en retrait. Messi prolonge et tout simplement Neymar prend le ballon, contrôle et frappe 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a quelques petites occasions. On a notamment quelques petites occasions du côté de Clermont. Mais c'est trop peu. C'est trop peu du côté de Clermont. Les Parisiens vont encore une fois doubler la mise sur un contre. 1-2 avec Lionel Messi. Et à ce moment-là, Neymar qui lance en profondeur Achraf Hakimi. Frappe et tout simplement 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Après là, on a la tête de Sergio Ramos qui est un signe de danger. Puisque tout de suite après, Marquinhos va faire la même chose. Tête à bout portant, complètement seul. Surprend Maurizio. Marquinhos 3-0 pour le PSG. 3-0, là ça commence à être dur pour les Parisiens. Les Parisiens qui vont revenir, après c'est vrai que les Parisiens vont être un peu plus attentistes, un petit peu en train de s'économiser. Et donc à la 53e minute, on a une grosse action clermontoise avec notamment l'occasion de Koeman Hendrich. C'est-à-dire que dans l'axe, il tente une frappe, mais ça passe au-dessus de Gianluigi Donnarumma. Et là, à ce moment-là, les Parisiens vont remettre une accélération, la tête de Neymar notamment. On a ensuite Messi qui essaie de faire quelque chose, mais ça passe tout simplement au-dessus. Et un coup franc notamment, Nuno Mendes aussi qui tente une frappe et Maurizio détourne en corner. Et à ce moment-là, Messi va tout simplement se rejaillir avec Neymar qui donne pour Messi, tir croisé, but et près le 5-0. Et oui, tout simplement, le 5-0 avec un retourné sublime de Lionel Messi après une passe en profondeur de Leandro Paredes. 5-0 pour le Paris Saint-Germain. La situation est assez claire, on va dire. Le Paris Saint-Germain a déroulé.
le Paris Saint-Germain a déroulé. Et clairement, on va commencer tout de suite par parler. Alors, on va commencer par parler, par respect, du Clermont Foot. Après, on parlera bien sûr du PSG. Bah, ce que je peux dire du côté de Clermont, et malheureusement, ça va être la grosse information de cette soirée, c'est que malheureusement, Clermont a perdu beaucoup de joueurs d'un point de vue défensif. On pense notamment à Zedatska, on pense notamment à tout simplement à merde. Cédric Utunji, voilà, j'ai trouvé le nom. Donc Utunji, et tu sens qu'ils ont quand même perdu pas mal d'éléments. Et tu as le sentiment que bah, la défense, elle est amputée pas mal de gros éléments. Et ça se ressent dans ce match. On a des joueurs défensivement qui sont en difficulté. Je l'avais senti hein, au début de ce mercato. Je me suis dit, oh là, attention, avec notamment les arrivées de certains joueurs, ça risque d'être compliqué. Et bah ça n'a pas loupé. Honnêtement, défensivement, Clermont ne peut... Enfin, dire, le pire dans tout ça, c'est que Clermont ne peut même pas essayer de produire du jeu tellement... bon là, encore une fois, c'était face au Paris Saint-Germain. On verra face à une équipe plus faible offensivement. Mais c'est vrai qu'il suffit juste que le PSG accélère pour que Clermont soit en difficulté d'un point de vue défensif. Et le plus dramatique dans cette histoire aussi, c'est que je trouve que Clermont a le pire ratio dans le sens où tu as quasiment des occasions à chaque fois. Il y a des ballons en profondeur qui passent tout seuls, il y a des joueurs qui sont libres de marquage, les deux buts, notamment pas de Hakimi, le but enfin, l'occasion de Ramos et le but de Marquinhos, c'est littéralement Ogier, il le laisse tout seul, Marquinhos. Donc c'est assez impressionnant. Le milieu de terrain de Clermont n'a absolument pas existé. C'est vraiment incroyable de voir ça. Et puis, bah, forcément, on a quelques joueurs qui arrivent à exister. On a quand même Andrich qui était quand même pas mal. Hein, le Andrich que moi j'ai trouvé très intéressant d'un point de vue d'approche. Il a essayé de faire des choses. Il est très démonstratif. Il essaie de faire des choses intéressantes. Il y a aussi Moriggio qui est un bon gardien. Il a quand même réussi à arrêter pas mal d'occasions parisiennes. Mais tu peux pas réussir à gagner des matchs en espérant avoir une défense aussi lisse et aussi compliquée. Alors je sais bien que quand tu regardes Clermont, bah, malheureusement, bah, voilà, on a Magnin, on a Djoko, on a Chader. On sait que par exemple quelqu'un comme Seydou ne jouait pas normalement sur le côté. On sait que Abdoul Samed est parti, donc forcément... Après, encore une fois, c'est bien de vouloir ramener Gonalon. Et moi je trouve l'idée plutôt intéressante. Mais le problème, c'est que ramener Gonalon est une super idée. Sauf que bah, il faut ramener un vrai défenseur, un défenseur capable concrètement de développer et de rassurer défensivement, parce qu'ils vont se prendre des volets dans la gueule. Là encore, bon là clairement ça va être la plus forte équipe offensive de Ligue 1, mais imaginez par exemple une équipe comme qui est un peu plus offensive et qui joue le maintien. Là, vous risquez de perdre des points, mais d'une facilité incroyable. Et je rappelle que cette saison, il n'y a pas 3 descentes, mais il y a 4 descentes. Ça serait dommage que Clermont, qui est quand même une équipe assez joueuse, s'écroule. Tout ça parce que bah, le PSG a fait mal déjà à Clermont. Déjà, il faut comme j'ai dit pour Nantes la semaine dernière, il ne faut pas que Clermont oublie ses fondamentaux par rapport à tout ça. Mais de vous à moi, moi je trouve que le PSG, ils n'ont pas forcé dans ce match. On va revenir d'ailleurs au PSG, mais il y a trop de largesse défensive du côté de Clermont pour espérer quelque chose de prolifique et permettre notamment à cette équipe clermontoise de réaliser un coup et surtout de faire mal à l'autre équipe. Parce que là, dans la situation actuelle, moi je vous l'annonce, hein, le Clermont va prendre une valise et j'ai peur que Clermont, on parlait de Bordeaux, Clermont, ils vont prendre une valise à chaque fois, parce que si défensivement ils sont pas à la hauteur, ça va être excessivement compliqué. Ça va être quelque chose d'important. Voilà. Mais bon, c'est le premier match de la saison. De toute façon, c'est pas ce match-là qui va déterminer la saison de Clermont. Ça va être bien évidemment au fil du temps. Mais je vous cache pas que bah, avec le match qu'ils viennent de faire, défensivement, je suis pas du tout rassuré. Et ça, par contre, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Voilà, on va passer bien évidemment au Paris Saint-Germain. Et ben, le Paris Saint-Germain, alors on dit souvent que il faut faire une préparation de manière à être prêt
bien évidemment au mois de septembre, quand la Ligue des Champions va reprendre. Et ben, j'ai l'impression que ce PSG a compris le message, mais un peu trop tôt. Alors, attention, c'est pas une critique, hein, je tiens à le signaler, dans le sens où le PSG joue de manière très structurée. Le PSG a un équilibre. Le PSG, défensivement et offensivement, eh bien, est impliqué. Alors, il arrive des fois, bien évidemment, qu'il y ait des largesses, ça arrive à tout le monde, mais tout le monde est impliqué dans ce match. C'est-à-dire que Neymar vient faire du pressing, il vient au milieu de terrain pour essayer de récupérer des ballons. On voit un Messi qui, par exemple, va essayer d'empêcher les courses au milieu de terrain, empêcher justement à ce que ça soit bien sauté. On a notamment le trio défensif qui est un peu le point faible de ce PSG, bon, encore une fois, parce que on voit notamment que, notamment on a pu voir le comportement notamment du début de match. On a des Clermontois qui auraient pu précipiter des problèmes au PSG. D'ailleurs, quand vous regardez le match de Nantes et le match de Clermont, il y a quand même des similitudes. On voit notamment que le PSG a quelques moments d'absence. Alors ça reste très léger. Mais par exemple, vous avez à un moment donné, moi je me souviens à un moment donné, avant le but de Neymar, vous avez 3, 4, 5, 10 minutes où vous avez Clermont qui commence petit à petit à développer son jeu, à être plus intéressant. Et là tu dis, ouais, mais non. À un moment donné, vous devriez être dominant encore plus fort. Et j'ai l'impression que c'est une équipe aussi qui est un peu diesel, dans le sens où il lui faut un but, déjà pour réagir, pour agir d'ailleurs, et le plus important, il faut que l'équipe, elle soit, on va dire, elle monte en puissance. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, parce que moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, je trouve ça très gratifiant. Donnarumma a eu absolument rien à faire, donc on va pas le juger. Mais en tout cas, dans l'apport offensif, l'apport défensif, il y a du plaisir, il y a de l'envie, il y a ce que j'appelle chez moi de l'intensité, il y a de la force. Et j'ai envie de dire, ce PSG-là me laisse plein de plaisir, on va dire ça comme ça, avec notamment des approches, etc., etc. Moi, je suis ébahi par ce PSG qui, voilà, me laisse extrêmement rêveur. Et d'ailleurs, ce PSG-là me fait beaucoup penser au PSG de la dernière saison d'Ibrahimovic, c'est-à-dire un PSG dominant, un PSG qui ne laissait jamais ses adversaires réagir. Et ça faisait des moments où le score était impressionnant. Sur Thomas Tuchel, il y en avait un petit peu. Souvenez-vous, quand il était arrivé, c'était un peu plus sûr d'ailleurs un match contre Lyon. On avait notamment des Parisiens qui étaient dans la nacelle, qui avaient carrément cadenassé les Lyonnais. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'impressionnant. Là, on est encore une fois dans ce même structure. Alors, encore une fois, on est face à des équipes joueuses. Il faudra que le PSG, face à des équipes relativement plus, je dirais, plus structurées défensivement, c'est-à-dire qui ne veulent pas se livrer, qu'est-ce que ça va nous amener? Je veux dire, est-ce que, par exemple, face à une équipe qui, on va dire, va plus jouer dans les fondamentaux de la structure défensive, c'est-à-dire on joue moins offensivement, on va essayer de construire, mais on va essayer de laisser le ballon aux Parisiens, on va pas trop sortir. Est-ce que justement, face à ces équipes-là, ce système-là peut marcher? C'est vraiment la seule part d'ombre de cette situation, parce que sinon tout est bien. Il n'y a rien à dire dans ce match. Et honnêtement, si on enlève la partie défensive qui peut paraître, voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette équipe parisienne, elle a une ambition, c'est marquer, 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 exterminer, marquer, 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 exterminer, marquer, marquer. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'il faut en fait. C'est ce qu'il faut. On voit des Parisiens très affûtés, physiquement. Moi, franchement, j'ai jamais vu des Parisiens aussi bien affûtés. On les voit bosseurs, on les voit prêts. Alors, encore une fois, est-ce que c'est parce qu'il y a la Coupe du Monde? Et donc, comme il y a la Coupe du Monde, ils sont un peu moins, comment dire, nonchalants. On peut imaginer ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce PSG, moi, m'a épaté. Et honnêtement, il reste encore quelques parts d'ombre qu'il va falloir résoudre dans chaque saison, sur cette saison. Mais de vous à moi, ça va pas être de la tarte de mettre à mal ce Paris Saint-Germain qui a frappé très fort et qui, de mon point de vue, va peut-être réussir à battre l'année des records. Et alors, encore une fois, les gens disent souvent, et je trouve d'ailleurs que ce PSG
Bah, contrairement aux années précédentes, ils sont pas en mode, voilà, soyez, on est prêt, vous allez voir, attendez septembre, là on est en préparation, là on est en train de travailler, etc. Tu vois pas genre un truc du style, oui, bah, il faut qu'on soit prêt, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Tu vois que l'équipe, elle est prête, l'équipe, elle est faite pour gagner, et c'est ce qui se passe notamment dans ce Paris Saint-Germain-là, pour ainsi dire. Bon, j'ai pas grand-chose à dire hein, de plus dans cette rencontre. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je crois que de toute façon, quand on a gagné 5-0, on peut toujours, bien sûr, mettre tous les superlatifs du monde sur ce Paris Saint-Germain-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce Paris Saint-Germain-là, moi, il m'a fait rêver. Et j'ai envie de vous dire, bah, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Il m'a fait rêver et j'espère. D'ailleurs, j'ai juste à dire une chose. J'espère que d'autres équipes de Liga me feront rêver. Alors, je sais que cette équipe du PSG, elle fait rêver dans le sens où elle est impliquée, elle fait du beau jeu, techniquement, ça impressionne. Mais si, par exemple, vous avez des équipes comme Lyon, qui a été un peu, voilà, qui a été chahutée la semaine hier, mais bon, ça pouvait s'expliquer par les circonstances. Mais si, par exemple, d'autres équipes, par du beau jeu, par justement ce qu'ils sont capables de faire, me donnent envie, bah, j'ai envie de vous dire, pourvu que ça dure. Voilà. Bon, on va taper maintenant les tops et les flops. Les tops et les flops. Avec donc, bah, tout simplement, le top numéro 3, c'est Achraf Hakimi. Alors, j'aurais pu mettre Nuno Mendes. J'aurais pu mettre Verratti. J'aurais pu mettre beaucoup de monde. Mais c'est vrai que, moi je dois avouer, Achraf Hakimi, moi, m'a fait beaucoup plaisir. Je trouve que, vraiment, il a vraiment beaucoup de qualité. Alors, juste pour votre information personnelle, si je devais cibler un joueur qui a vraiment été décevant dans cette rencontre, si j'avais choisi dans la liste des Parisiens qui a été décevant, je trouve que Kipembe a été un petit peu en deçà de ce qu'il pouvait faire. C'est peut-être la seule part d'ombre. C'est vrai qu'il a été... bon, j'ai trouvé que dans les duels, c'était pas toujours très ouf. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment le plus mauvais des meilleurs, entre guillemets. Donc, Achraf Hakimi, parce que voilà, Hakimi, déjà, il a été buteur. On peut mettre aussi Nuno Mendes, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Voilà, et notamment, je voulais récompenser l'aspect des latéraux. Parce qu'on dit souvent que le PSG n'utilise pas ses latéraux. Là, il y a carrément les deux latéraux ont carrément monté quasiment à chaque match. Encore une fois, on peut toujours dire oui, mais si le PSG fait face à un... Non, ils dominent, ils vont sur les côtés, ils vont dans l'axe. Ça joue partout et forcément... Alors certes, la deuxième mi-temps a été un peu moins offensive, notamment pour Hakimi, mais c'est vrai que de toute façon, c'était quand même assez cool. J'ai un peu mettre Nuno Mendes, hein, je le dis clairement, mais c'est le but d'Hakimi qui permet de précipiter en top 3 Hakimi. Voilà, tout simplement, c'est ça. Le numéro 2, ben, j'ai voulu mettre Lionel Messi. Alors Lionel Messi, c'est plutôt un coup de cœur, Lionel Messi, pour une raison simple. C'est que Messi, moi, si vous vous souvenez bien, j'avais été extrêmement critique envers Lionel Messi. Je crois que Lionel Messi, je l'ai presque jamais mis en top. Ce qui est qu'une hérésie quand tu t'appelles Lionel Messi. Sauf que là, Lionel Messi, bah, il a été excellent en fait. Il défend. Lionel Messi qui défend. Déjà, c'est un truc... alors certes, il défend en faisant du pressing, mais il défend. Il est offensif, il va chercher les ballons, il fait des choses. Il est là pour organiser le jeu, il est derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Neymar recule, lui, il avance. Franchement, j'ai l'impression que Messi, il est en train de retrouver son meilleur niveau, mais parce que on l'a mis dans les meilleures conditions. Je veux dire, quand Pochettino le forçait, l'obstinait à le mettre sur le côté droit, t'avais envie de dire, bah en fait, il n'avait pas le coffre pour jouer sur le côté droit. Maintenant, il est derrière les deux attaquants, Neymar et Sarabia, et j'imagine même pas ce qui va se passer quand Mbappé va arriver, parce que quand Mbappé va partir et qu'il va faire de la profondeur et que vous allez avoir Neymar et Messi qui vont faire les deux, ça va être du génie. Là, vous allez avoir le trio des trois, ça va être incroyable. Parce que Mbappé, lui, ça va être le mec qui va dans la profondeur. Messi, qui va être plus dans la technique et qui pourrait peut-être y aller, qui peut aller aussi, qui justement, en plus, de par ses courses, peut créer des décalages. Et notamment, on voit le dernier but qu'il met. C'est notamment un but où il est il se déplace pour essayer de trouver la meilleure position pour marquer.
voyez ce que je veux dire? Il va pas dans la profondeur, il se met pas. Là, vous allez avoir des armes. Moi, je suis impressionné. Et honnêtement, Neymar, qui est plus dans la situation du dribbleur, qui est là pour essayer de donner des ballons, moi, honnêtement, je suis mais curieux de voir ce qui va se passer. J'imagine la semaine prochaine, je pense que Neymar, Messi et Mbappé seront ensemble. Bah, moi, j'ai envie de voir ça. Et surtout, ça c'est intéressant, on va revenir par rapport à ça, c'est qu'Mbappé est pas là et le PSG est déjà en train de démarrer. Imaginez Mbappé avec. En tout cas, moi, c'est vraiment intéressant. Voilà, pour la première fois, ce côté Mbappé dépendance n'existe plus. Voilà, on va le dire. Et enfin, ben, je crois que, si je me trompe, hein, je crois que je n'ai jamais... Je crois avoir... Alors, l'année dernière, je crois que j'avais jamais mis en top 1 Neymar. Revérifiez les vidéos, mais je crois que je n'ai jamais mis Neymar top 1. Et ça fait 2 semaines de suite que je l'ai mis top 1. Si vous vous souvenez bien, le dernier à avoir fait ça s'appelait Kylian Mbappé. On se souvient de la saison exceptionnelle qu'il avait fait qu'il avait fait. Je pense que Neymar, cette année, alors certes, il y a la Coupe du Monde qui l'aide beaucoup, il faut le dire, parce que, étant donné qu'il a la Coupe du Monde en ligne de mire, il est plus frais, il est plus préparé, mais je trouve que ce Neymar-là, c'est le Neymar du bonheur. C'est le Neymar du génie. Ce mec, je le dis, c'est le Neymar du Barça. C'est le Neymar du Brésil. Les gens qui disent qu'il n'est pas concerné, j'ai à me demander peut-être tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, Neymar, vous ne voulez pas en faire trop parce que tout simplement, il n'avait pas les possibilités de pouvoir voir ses coéquipiers faire la situation. En fait, il prenait le ballon, il essayait de dribbler tout le monde parce qu'il se rendait compte que d'un point de vue du jeu, il n'y arrivait pas. Peut-être que c'est ça. Et d'ailleurs, le pire dans tout ça, c'est que bah là, il se rend compte que ses partenaires, il y en a partout, qu'il a l'embarras du choix, qu'il a ce poste de numéro 10, qu'il interchange avec Messi, et les deux s'entendent du feu de Dieu. Quand il récupère un ballon, il voit ses coéquipiers, il a envie de, justement, pardon, de les rendre disponibles. Il fait jouer ses partenaires. Il marque un but. Il a été passeur décisif, je ne sais plus combien de fois durant ce match. C'est Neymar. C'est le Neymar qu'on aime. C'est pas un Neymar qui se met à se faire... Alors certes, et d'ailleurs, pour information, il faudrait vérifier... Alors, je vais quand même faire une petite statistique. Alors, ça va être une statistique intéressante. Ce pari est injouable. Bah, attends, bah oui. Alors, je vais juste regarder quelque chose, hein, si vous me le permettez. Attendez, où est-ce que je peux trouver ça? La première journée de Ligue 1. Attendez, bougez pas. Je vais juste regarder quelque chose. Alors, Neymar, il est où? Il est là. Voilà. Alors, Neymar, il a subi 4 fautes. 4 fautes. Messi a eu une faute subie. Alors, peut-être que les Parisiens sont un peu... On va dire, a eu un léger traitement un peu plus à la cool. On peut l'imaginer comme ça. Mais si je regarde, je vais essayer de vous trouver ça. Est-ce que je peux trouver ça? Non, je pense pas que je trouverai ça. J'aimerais bien regarder quelque chose d'intéressant. Non, je trouverai pas ça. C'est dommage. Est-ce que je peux trouver la saison de l'année dernière? Non, je pense pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je voulais en fait trouver le décalage entre le nombre de fautes qu'il avait d'habitude et le nombre de fautes qu'il a pris là. 4 fautes subies. Parce que, bah, tout simplement, Neymar, certes, alors, encore une fois, on peut imaginer aussi que les joueurs sont un peu tendres du côté de Clermont. Mais on peut imaginer aussi que peut-être que Neymar, quand tu lâches le ballon un peu plus vite, et bah forcément, le mec qui va vouloir te faire un tacle, bah peut-être qu'il va se dire que c'est peut-être pas l'idée du siècle d'aller te... Alors tu peux toujours titiller la cheville de Neymar, mais le problème c'est qu'à partir du moment où tu as plusieurs joueurs qui partent, et bah tu crées des décalages et tu te rends compte que Neymar, bah au final, voilà, surtout que il a l'air tellement serein Neymar. Tu le vois pas gueuler, tu le vois pas... Certes, il discute un peu avec l'arbitre, bon, mais c'est pas grave. Tu le sens pas aussi stressé que ça. Mais encore une fois, c'est pas des équipes rugueuses, c'est pas des équipes... On va voir quand il y aura des équipes rugueuses. Déjà, rien que la semaine prochaine, si je peux me permettre, la semaine prochaine, ce sera
Montpellier. Donc ça sera au Parc des Princes, ça sera Montpellier. Et après, il ira à Lille et on ira justement à Monaco. Monaco et après Toulouse. Donc on aura quand même 5 matchs intéressants. Donc voilà. Est-ce que clairement, moi je me dis, est-ce que ça va être la même chose? Bon, ça c'est ma petite interrogation pour ainsi dire. Voilà. Bon, au niveau des flops, bon voilà, ça va être des Clermontois, je vous l'annonce tout de suite. J'ai mis Seydou parce que, ben, tout simplement, sur le côté gauche, il a littéralement souffert. Alors, je vais pas vous mentir, hein, ils ont tous souffert face au PSG. Ils ont tous souffert. Ça a été une boucherie. Mais j'ai envie de vous dire, Seydou, Borges. Borges a un peu moins souffert. Certes, il y a eu quelques petits centres. Mais c'est vrai que Nuno Mendes, il a tellement fait l'amour à Seydou qu'à un moment donné, je l'ai choisi. Après, Seydou, son plus gros défaut, c'est qu'il n'est pas latéral droit. Normalement, ça devrait être Mehdi Zéphane. Le problème, c'est que Mehdi Zéphane, il est blessé. Donc, résultat, ça ne peut pas être lui, pour ainsi dire. Le numéro 2, j'ai choisi Maxime Gonalon parce qu'il est. Bah, alors, Maxime Gonalon parce que le milieu de terrain, il n'a pas eu. Voilà, je vous le dis tout de suite. Notamment, je crois qu'il fait une erreur, notamment aussi, où il laisse partir Hakimi ou un truc comme ça. Je ne sais plus si c'est Hakimi, je crois que je retrouve. Mais concrètement, ça a été une vraie cata, Maxime Gonalon. C'est un peu à l'image de Sissoko la semaine dernière. Hein. Il a été en grosse difficulté. Ça manquait d'investissement, enfin ça manquait d'envie, ça manquait de. C'était pas bon du tout. Et le numéro 1, bon bah là clairement vous avez forcément compris si vous avez écouté. C'est bien sûr Ogier. Alors j'ai choisi Ogier, j'aurais pu mettre Vitesca. Parce que bah, concrètement ça a été. C'était pas terrible ce qui s'est passé avec Ogier. Parce que forcément bah, Ogier il a fait un match. Bah, il a tout simplement, vous voyez les occasions. Je sais pas combien il y a eu d'occasions parisiennes. Oh, pardon, excusez-moi. Attendez, bougez pas. Si vous regardez les occasions parisiennes, j'avais bref, 672 passes. 427, hein, c'est pas mal. Hein. Au niveau des passes réussies, on a eu 602. Voilà. Mais au niveau des occasions, au niveau des tirs, on a 18 sur 7, quoi. Dont 12 tirs cadrés. Donc Moriggio, il s'est carrément. D'ailleurs, au niveau des tops, on peut mettre Moriggio aussi, qui a quand même proposé quelque chose et qui a notamment empêché justement ce qui en est. D'ailleurs, je vais te voir une statistique incroyable. Au niveau des fautes, il y a autant de fautes du côté du PSG que ça. Ça prouve que le PSG, bah, concrètement, ça donnait. Et d'ailleurs, les duels gagnés, on a 38 sur 46 sur 38. Ce qui est pas mal. Après, c'est vrai que 46, c'est normal, puisque le PSG a carrément dominé la rencontre. Voilà. Bon voilà, donc c'est donc la fin de ce premier débriefing de ce championnat. Donc on rappelle bien évidemment que demain, alors je précise quand même que demain le calendrier s'annonce chargé. Je vais voir si je peux vous proposer Rennes-Lorient. Voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà, on va peut-être vous proposer un Rennes-Lorient des familles avec un derby breton comme on aime en avoir littéralement. Ça sera peut-être. Mais en tout cas, ce qu'on va faire surtout, et ça par contre, ça m'intéresse beaucoup d'aller un petit peu scruter. Alors, je suis mon côté voyeuriste. C'est bien sûr Marseille-Reims, parce que bah forcément les Marseillais. On va savoir justement si les Marseillais sont dehors de santé au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment avec Igor Tudor et les joueurs. Et c'est justement ça qui sera intéressant. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez un pouce bleu. Si vous avez bien sûr envie de rajouter quelque chose à tout ce que j'ai raconté, n'hésitez pas. Bien sûr dans le respect, hein, si jamais je vous vois en train d'insulter toute la planète du monde entier, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire comme Clermont. D'ailleurs, prenez exemple sur les supporters clermontois. Les supporters clermontois, ils ont vu Messi faire une bicyclette, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont applaudi. Et même si certains diront que c'est hallucinant, mais c'est la preuve que le football, c'est aussi une fête et qu'on peut saluer eh bien, les génies. Et ce Messi en est un. Voilà. Allez, merci à vous tous. Gros bisous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. C'est le jeu de ma pauvre Lucette. Et bien sûr, montrez ça à vos amis, à votre famille, à votre chien ou à tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, on se retrouve demain, comme je l'ai dit. Et bien sûr, partagez, abonnez-vous, montrez la cloche. Et bien sûr, on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.